Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 41e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur les deux motions de censure à l'égard d'Ursula von der Leyen, sur le rejet de levée d'immunité contre 3 eurodéputés, sur le plan de droit de douane sur l'acier non européen, sur le changement de discours de la Commission concernant l'omnibus, et sur les premières piques à l'encontre du projet de budget de l'Union. Dans le club des 27, l'Allemagne supprime une facilité concernant les naturalisations, le Danemark veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, l'Espagne adopte l'embargo contre Israël, et le Premier ministre belge a été visé par un projet d'attentat. Et chez nos chers voisins, le gouvernement géorgien menace son opposition, et l'Ukraine sape la production de carburant russe. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Parlement européen, les deux motions de censure contre Ursula von der Leyen rejetées, mais le soutien à l'exécutif européen s'effrite. Depuis plusieurs semaines, les deux motions déposées par Jordan Bardella au nom du groupe Patriots for Europe et Manon Aubry au nom du groupe de la gauche unitaire européenne occupaient les esprits. Pas parce qu'ils présentaient une réelle menace, les deux groupes n'ayant aucune chance d'obtenir une réelle majorité, mais c'était un test sur le soutien réel à l'égard d'Ursula von der Leyen au sein de son bloc central, composé de son groupe d'origine, le Parti populaire européen, des centristes de Renew Europe, des sociodémocrates de SND, élargi pour la première fois aux Verts à l'été 2024. Lundi 6 octobre, Jordan Bardella et Manon Aubry ont pu motiver leur dépôt de motion de censure. Du côté du président du Rassemblement national, il pointe du doigt un budget européen excessif, une bureaucratie envahissante, une immigration incontrôlée et une politique écologique anti-industrielle. Du côté de la présidente du groupe de la gauche européenne, elle dénonce la complicité de la Commission sur le génocide à Gaza et la convergence avec l'extrême droite concernant les accords avec le Mercosur et les États-Unis. Face à ces attaques, Ursula von der Leyen en appelle à l'unité face aux menaces extérieures et déclare qu'une censure serait une aubaine pour Vladimir Poutine qui cherche à diviser l'Union. La présidente de la Commission admet que certaines critiques sont légitimes. Manfred Weber, le président du PPE, dont on connaît l'inimitié qu'il porte à Ursula von der Leyen, lui a réaffirmé son soutien et accuse Jordan Bardella et Manon Aubry d'abuser de leur tribune pour les caméras et avoir du matériel pour une future campagne électorale, alors que la France vivait une semaine sans Premier ministre et que la rumeur d'une dissolution bruissait dans les couloirs. La leader du SND, Irache García Pérez, reproche à la gauche unitaire son manque de pragmatisme sur Gaza, tout en partageant sa préoccupation. L'eurodéputé espagnol a tenu à rappeler que le soutien social-démocrate n'était pas inconditionnel et qu'elle attendait des signes d'ouverture de la part de la Commission et notamment des propositions sur la politique sociale pour 2026. La leader centriste Valérie Ayé a pour sa part demandé d'accélérer sur la mise en œuvre des mesures de relance de la croissance promises par la Commission européenne. La coprésidente du groupe des Verts européens, Terry Reinke, critique le manque de leadership de la Commission. Et enfin, le président des conservateurs et réformistes européens, Nicola Procaccini, accuse la Commission européenne de trop s'immiscer dans les sujets nationaux. Finalement, jeudi, le Parlement a rejeté les deux motions. Celle de Jordan Bardella ne recueille que 179 voix et celle de Manon Aubry ne recueille que 133 voix. Il fallait 361 voix pour obtenir la majorité. Mais signe que le PPE commence à avoir des tensions internes sur son soutien à Ursula von der Leyen, les eurodéputés Les Républicains, François-Xavier Bellamy, Laurent Castillo, Christophe Gomard et Céline Imard ont voté pour la motion de censure de Jordan Bardella, désobéissant de fait à la consigne de groupe de Manfred Weber. François-Xavier Bellamy, par ailleurs vice-président du groupe PPE,
justifie sa position par le fait que la Commission souhaite adopter l'accord avec le Mercosur sans passer par le vote des parlements nationaux, considérant que c'est une rupture de la promesse de campagne de 2024. Parlement européen encore, rejet des levées d'immunité contre Ilaria Salis et Peter Mayer demandées par la Hongrie. Mercredi 7 octobre, le Parlement européen devait se pencher sur la demande de levée d'immunité sollicitée par la Hongrie. Pour rappel, la justice hongroise a demandé la levée d'immunité du leader de l'opposition, Peter Mayer, de la leader social-démocrate Clara Dobrev et de l'eurodéputée italienne d'extrême gauche Ilaria Salis. Pour ce qui est de Peter Mayer, il est visé par une enquête pour vol, pour un soi-disant vol de portable en boîte de nuit, mais aussi par 2 plaintes en diffamation par des députés conservateurs hongrois. Pour Clara Dobrev, c'est aussi sur la base d'une procédure pour diffamation. Concernant Ilaria Salis, en 2023, alors qu'elle s'était rendue à Budapest pour participer à une contre-manifestation antifasciste pour répondre à un défilé néo-nazi, elle a été poursuivie, arrêtée et a passé 15 mois de détention pour violence, commuée en assignation à résidence jusqu'au procès. Ilaria Salis rejette en bloc les accusations et qualifie les poursuites comme un procès politique entrepris par le gouvernement Orban. Elle a été libérée 5 jours après les élections européennes. Les 3 demandes de levée d'immunité avaient déjà été rejetées par la Commission des affaires juridiques du Parlement européen. Mais il revient toujours à la plénière de trancher. Et les votes se sont retrouvés être les mêmes qu'en commission parlementaire. Ilaria Salis, déjà sauvée par une voix en commission, se retrouve dans la même situation en plénière, avec 306 voix contre sa levée d'immunité et 305 pour. L'extrême droite accuse le PPE de protéger, je cite, des terroristes d'extrême gauche. Sans trop de surprise, Peter Mayer et Clara Dobrev ont eux aussi pu préserver leur immunité. C'est vraiment un symbole puisque, habituellement, le Parlement européen répond positivement aux demandes des justices nationales de lever l'immunité. Mais face à l'évidence de poursuites à visée politique, en amont des législatives hongroises qui auront lieu en avril 2026, Viktor Orban cherche à affaiblir son opposition. La décision de maintenir l'immunité des 3 eurodéputés pourrait bien tout de même nourrir la rhétorique anti-UE de Viktor Orban. Ilaria Salis a formulé à nouveau la demande d'être jugée en Italie. Le procureur de Budapest avait requis 11 ans de prison à son encontre. Fin septembre, le gouvernement a classé, je cite, l'idéologie Antifa comme organisation terroriste. Le PPE avait soutenu la levée de l'immunité en arguant que les faits étaient antérieurs à l'élection d'Ilaria Salis. Un argument qui ne tient absolument pas compte de la partialité de la justice hongroise, épinglée par les rapports sur l'état de droit de la Commission européenne et par les associations de défense des droits humains comme Human Rights Watch et Amnesty International. Économie. La Commission européenne propose de doubler les droits de douane pour l'acier hors UE. La Commission, par la voix de son commissaire au commerce, Maroš Šefčovič, a annoncé proposer le doublement des droits de douane sur l'importation d'acier dans l'Union européenne pour les porter à 50%. Ce doublement des droits de douane est une réponse aux États-Unis qui ont eux aussi taxé l'acier et l'aluminium européens à 50%. Cela répond aussi à la peur de voir l'acier chinois ultra subventionné inonder le marché européen, alors que l'incertitude plane sur l'industrie de l'acier européen, déjà très affaiblie par la concurrence internationale. D'après le lobby de l'industrie métallurgique Eurofer, le secteur a perdu 18 000 emplois en 2024 et les géants ArcelorMittal et ThyssenKrupp sont en grande difficulté. Il faut dire que la part de l'Union européenne dans la production d'acier mondiale est passée de 9% en 2014 à 7% en 2025. ArcelorMittal préparerait de nouveaux plans sociaux alors que ThyssenKrupp serait en pourparlers avec un groupe indien pour son rachat.
Pour renforcer les droits de douane, la Commission propose deux mesures. La mise en place de quotas et un système pour s'assurer de la traçabilité de l'acier. Les quotas étant actuellement de 36 millions de tonnes d'acier importé sans droit de douane, l'exécutif européen souhaite les diviser par deux pour les ramener à 18 millions de tonnes. D'après la Commission, avec ces mesures, l'acier non européen ne devrait représenter que 10% de l'acier sur le marché européen, en faisant ainsi un marché quasi domestique. L'acier européen serait donc prioritairement destiné aux industries européennes, notamment l'automobile, la construction et la défense. Pour ce qui est de la traçabilité, la Chine avait pour habitude de passer par l'Indonésie, la Turquie ou le Vietnam pour procéder à un changement mineur et l'acier pouvait ainsi changer de pavillon. Pour que la proposition soit adoptée, il faut que le Parlement européen et le Conseil, donc les 27, se mettent d'accord. L'industrie métallurgique formule plusieurs revendications, comme le fait que l'acier européen soit exonéré de la taxe carbone pour le faire porter sur l'acier importé. ArcelorMittal et ThyssenKrupp mettent dans la balance les investissements qu'ils pourraient faire en Europe s'ils obtenaient cette dérogation. Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission à la stratégie industrielle, entend bien pousser les dossiers sur la préférence européenne lors des appels d'offres publics, la création d'un label acier vert et d'un plan automobile pour stimuler la demande. Environnement. La Commission assume à demi-mot la dérégulation à travers l'omnibus. Depuis le début de son mandat, Ursula von der Leyen insiste. La simplification ne signifiera pas dérégulation. Mais force est de constater que cela devient de plus en plus difficile de défendre cette ligne. Tout d'abord parce que l'arrivée de Donald Trump a sacrément secoué l'Union européenne. Face au protectionnisme américain doublé d'un dumping social, face à la concurrence chinoise féroce qui joue aussi de ses normes sociales peu protectrices et de l'exploitation de minorités comme les Ouïghours, le seul moyen d'accompagner le mouvement économique mondial et d'éviter d'être relégué derrière les superpuissances économiques, la Commission finit par se ranger dans le camp de la dérégulation. Il faut dire qu'Ursula von der Leyen n'est pas du tout aidée par son parti, le PPE, qui multiplie les convergences sur les sujets économiques et environnementaux avec l'extrême droite. Lundi 6 octobre, la Commission assume enfin la dérégulation. Même 3 jours auparavant, Ursula von der Leyen assurait encore que la simplification ne signifiait pas dérégulation. Il faut dire que le tabou relevait aussi d'un calcul politique. Depuis quelques mois, les socialistes et les Verts reprochent à la Commission et à la majorité PPE leur manque d'investissement sur l'environnement et sur les questions sociales. Et déréglementer, c'est aussi remettre en cause les acquis, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. La politique agricole commune a déjà été diminuée de certaines mesures pour l'obligation d'avoir des terres en friche pour préserver la biodiversité, par exemple. Et c'est dans cette brèche que se lancent l'Allemagne et l'Italie en ce qui concerne l'interdiction de vente des véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Dans une lettre adressée à la Commission européenne, les deux États membres demandent à ce que la Commission évite d'imposer des sanctions disproportionnées aux constructeurs qui ne rempliraient pas leurs objectifs de décarbonation, une meilleure prise en compte des émissions carbone tout au long du processus de production, de la préservation des véhicules hybrides après 2035 et demandent le déploiement plus rapide de bornes électriques et hydrogène. Face au risque de dérégulation, c'est aussi la crainte des syndicats qui s'expriment. Esther Lynch, secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, s'inquiète de la potentielle atteinte que signifierait cette dérégulation pour les droits des travailleurs. D'ailleurs, la Commission européenne refuse de retirer de la table des négociations la possibilité de supprimer des droits syndicaux et des droits en matière d'emploi dans le cadre de la simplification administrative. Une orientation qui va à contre-courant du rapport Draghi, qui définit le droit du travail comme le minimum acceptable et qu'il n'est pas nécessaire de revenir en arrière pour gagner en compétitivité.
Sur le devoir de vigilance, là on ne parle plus de la Commission, mais du Parlement européen. Le PPE se dit prêt à s'allier à l'extrême droite pour se débarrasser des obligations faites aux entreprises de prouver leur impact positif sur l'environnement et le respect des normes sociales, même chez leurs sous-traitants à l'autre bout du monde. Face aux résistances des sociodémocrates et des libéraux, le PPE a mis à exécution sa menace dans la commission des affaires juridiques qui s'occupe de l'omnibus, la loi de simplification réglementaire. Les Verts ne sont même pas invités. Encore une preuve que la droite européenne se sert de l'extrême droite pour affaiblir son bloc central. Mais c'est un jeu dangereux alors que le budget se négocie. Les Verts, les socialistes et les libéraux feront certainement monter les enchères et prendront le risque de rendre le PPE responsable d'une crise politique ou d'un budget adopté avec le seul soutien de l'extrême droite. Budget. Les premiers débats sur le cadre financier pluriannuel 2028-2034 laissent transparaître les inquiétudes et les rapports de force. Les premiers débats sur le budget pluriannuel de l'Union européenne ont commencé. Et autant dire que la Commission a déjà quelques acteurs sur le dos pour corriger sa copie. Commençons par les régions. Mardi 7 octobre, le Comité des régions, institution consultative de l'UE, accuse la Commission européenne de les avoir trompés sur le projet de budget européen. Ils estiment que la fusion avec la politique agricole commune dans des plans nationaux est, je cite, une erreur historique. Les régions regrettent d'être abandonnées par la Commission européenne. Aussi, sur la méthode, les régions reprochent à l'exécutif européen de ne pas les avoir consultées pour l'élaboration du projet de budget. La Commission européenne s'en défend en disant que les règles pour les autorités de gestion ne changent pas. Le fait que les gouvernements nationaux deviennent des acteurs centraux du dispositif leur donne l'impression, à raison, que leur influence diminue dans la politique européenne. Les débats au Parlement européen n'ont pas encore commencé, mais l'Assemblée parlementaire européenne est clairement contre cette fusion et l'affaiblissement des régions et de la PAC. D'ailleurs, c'est la Commission de l'agriculture au Parlement européen qui en est la plus critique. Lors de leur conférence de presse du mardi 7 octobre, les eurodéputés reprochent à la Commission de réduire le budget de la PAC de 30% au bénéfice d'une fusion avec les fonds régionaux. L'ensemble des leaders du groupe de la commission parlementaire se prononcent contre. Les socialistes le rejettent en bloc, regrettant la coupe budgétaire et le retrait des éléments communs à la PAC. Le PPE demande à retravailler le projet. Les conservateurs et réformistes européens ne trouvent pas le projet sérieux. Patriots for Europe demande un retrait pur et simple de la proposition et de repartir d'une feuille blanche. Même le Conseil, donc les 27, n'est pas convaincu par une fragmentation nationale de la politique agricole commune. La secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, Esther Lynch, critique un budget européen trop modeste concernant la proposition actuelle de la Commission européenne. Elle critique aussi le projet de réduction des fonds de cohésion qu'elle qualifie de désastre. La secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats demande plus de précisions sur le fonds de compétitivité de 234 milliards d'euros qu'elle trouve par ailleurs trop modeste pour avoir un impact. Passons désormais au club des 27. Allemagne. Le Bundestag supprime la possibilité d'obtenir la citoyenneté allemande après 3 ans de séjour. C'était une des mesures phares du gouvernement Scholz, mais qui n'avait pas pu être discutée en raison de la chute du gouvernement provoquée par le retrait des libéraux. En 2024, il avait proposé de réduire la durée minimum de séjour pour pouvoir demander la naturalisation de 8 à 5 ans. Une disposition de la loi aurait permis de demander la naturalisation après 3 ans de séjour pour les travailleurs dans les métiers en tension. Il fallait prouver son intégration, son excellence scolaire, universitaire ou professionnelle, et une excellente maîtrise de l'allemand. C'est cette clause qui a été abrogée dans le projet de loi. Cette clause aurait bénéficié à 1% des naturalisés. La mesure semble être un outil de communication pour la droite, pour dire qu'elle lutte contre l'immigration.
Le ministre de l'Intérieur, le chrétien social bavarois, Alexander Dobrindt, estime que cela contribuait à brader la valeur de la nationalité allemande. La naturalisation ne sera donc possible qu'après 50 séjours, sans exception donc. En 2024, l'Allemagne a atteint un record de naturalisation, avec 300 000 naturalisés, ce qui représente une augmentation de 46% par rapport à 2023. C'était un des engagements de campagne de Friedrich Merz au nom de la lutte contre l'immigration illégale, ce qui n'entre absolument pas dans ce champ, même en considérant que l'effet d'appel d'air existe. La naturalisation turbo ne s'appliquait qu'en raison de l'excellence des demandeurs. Le projet de loi du gouvernement Scholz a donc été rejeté par 450 voix contre, dont une majorité de sociaux-démocrates, 134 y étaient favorables. Le SPD justifie le rejet par le peu d'utilisation qui aurait été faite de la naturalisation turbo. Danemark, projet de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mardi 7 octobre, la première ministre Mette Frederiksen a annoncé la volonté du gouvernement d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. C'est un changement total de paradigme au Danemark, pays qui avait entièrement digitalisé les écoles et qui veut désormais opérer un retour au manuel scolaire. La chef de l'exécutif danois justifie son nouveau projet de loi par le fait que 60% des garçons danois de 11 à 19 ans restent chez eux plutôt que de sortir sur leur temps libre, ce qui serait la cause de l'augmentation de l'anxiété et de la dépression chez les jeunes, mais aussi des difficultés d'apprentissage. Même si le calendrier n'est pas encore fixé, le projet de loi prévoit une autorisation parentale pour donner l'accès aux réseaux sociaux à partir de 13 ans. Au niveau international, un pays a adopté une telle interdiction, l'Australie. Il est désormais interdit de pouvoir aller sur les réseaux sociaux avant 16 ans. Dans l'UE, la Grèce a proposé aux autres États membres au mois de juin de fixer un âge minimum d'accès aux réseaux sociaux. Compte tenu des nombreuses enquêtes de la Commission européenne à l'égard de Meta et de ByteDance, les maisons mères de Facebook, Instagram et TikTok, concernant leur incapacité à réduire les risques systémiques pour les jeunes, l'Union européenne pourrait bien se pencher sérieusement sur ce genre de propositions. Espagne, la loi sur l'embargo d'armes sur Israël adoptée. Chose promise, chose due. Il y a quelques semaines, l'Espagne promettait de prendre des mesures drastiques pour sanctionner Israël. Même si l'embargo espagnol existait déjà de facto depuis octobre 2023, il fallait le formaliser par le droit. C'est désormais chose faite. Mercredi 8 octobre, la Chambre des députés a adopté un décret-loi qui établit un embargo sur l'import et l'export d'armes en provenance et à destination d'Israël. Tout matériel pouvant faire l'objet d'un usage militaire sont interdites d'exportation vers Israël. En complément, le décret-loi bloque les demandes de transit de carburant d'aviation pouvant avoir des applications militaires potentielles en Israël et interdit les publicités des produits issus des colonies illégales en Cisjordanie et à Gaza. Le texte prévoit une exception à l'embargo pour le matériel à double usage, c'est-à-dire le matériel qui peut avoir un usage civil mais qui peut aussi avoir des applications militaires, autoriserait l'exportation si l'embargo venait à porter préjudice aux intérêts nationaux. Le texte a été adopté à 178 voix pour et 169 contre. Le décret-loi a pu être adopté grâce au soutien de Podemos, qui a laissé planer le doute sur ses intentions de voter ou non le décret-loi. Le vote, qui devait se dérouler le 7 octobre, a été reporté au lendemain pour éviter qu'Israël ne l'interprète comme une célébration du 7 octobre 2023, le gouvernement israélien ayant déjà qualifié le gouvernement espagnol d'antisémite à plusieurs reprises. Belgique. Un attentat contre le Premier ministre déjoué. Jeudi 9 octobre, la police fédérale belge a procédé à l'arrestation de 3 suspects de 18, 23 et 24 ans à Deurne, en périphérie d'Anvers, pour un projet d'attentat djihadiste à l'encontre du Premier ministre Bart de Wever et plusieurs autres personnalités politiques belges de premier plan.
L'un des 3 suspects a été libéré. Les 2 autres projetaient de procéder à un attentat avec un drone équipé d'une charge explosive. L'un des suspects habitait à quelques centaines de mètres du domicile de Bart de Wever. Il aurait été retrouvé une charge explosive pas encore opérationnelle et des billes de métal d'après le parquet fédéral. La procureure Anne Franzen déclare qu'en 2025, 80 nouvelles enquêtes pour terrorisme ont été ouvertes au sein de la section antiterroriste du parquet fédéral, un chiffre déjà en hausse par rapport à l'année 2024, ce qui démontre encore une fois que la pression sur les forces de police et sur la justice belge s'accroît. Les 2 individus ont été placés en détention en attendant leur présentation devant un juge d'instruction. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Géorgie. Après la farce des municipales, le gouvernement menace l'opposition. Samedi 4 octobre, la Géorgie organisait ses élections locales. Des élections qui n'ont pas déchaîné l'enthousiasme des électeurs, puisque le verrouillage par le gouvernement emmené par le parti Rêve géorgien, qui ne cesse de poursuivre ses opposants, rendait le résultat plus que certain en sa faveur. Les oppositions ont appelé au boycott et aux manifestations contre le pouvoir. Sur l'avenue Roustavéli, comme c'est de coutume depuis septembre 2024, des manifestations se sont déroulées. Sans surprise, Rêve géorgien a gagné les élections locales en l'absence de l'opposition. Le lendemain, le Premier ministre Irakli Kobaridze a promis de s'occuper des manifestants qui se sont opposés aux élections locales, et notamment ceux qui ont fait irruption dans le palais présidentiel à l'occasion de la manifestation. La police a fait usage de gaz lacrymogène, de canons à eau et est venue plusieurs fois au contact des manifestants, provoquant des échauffourées. Les manifestants ont érigé des barricades auxquelles ils ont mis feu. Le Premier ministre les accuse d'avoir voulu renverser le gouvernement, une accusation habituelle pour enlever toute légitimité à la contestation en y rajoutant une couche de force obscure étrangère qui voudrait à tout prix voir le gouvernement être renversé. Une occasion pour Irakli Kobaridze de rappeler que le mouvement national uni, fondé par Mikhail Saakashvili, sera bientôt interdit dans le pays, comme à peu près toute l'opposition. Plus que jamais, le parti Rêve géorgien a la main mise sur toutes les strates du pays. Pour autant, les sondages de popularité donnent Rêve géorgien à 36%, alors que l'opposition recueille 54%. La division de l'opposition est aussi ce qui permet à Rêve géorgien d'agir comme un bulldozer dans le paysage politique géorgien. Ukraine et Russie. Les Ukrainiens détruisent les raffineries, la Russie répond en ciblant les infrastructures énergétiques. Les files d'attente se multiplient aux stations essence partout en Russie et pour cause. L'Ukraine multiplie les attaques contre les raffineries russes, les empêchant ainsi de raffiner le pétrole brut. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 octobre, à Kirichi, dans la région de Leningrad, la raffinerie de pétrole Kinev, qui appartient à Surgutneftegas, est victime pour la 2e fois en moins d'1 mois d'une attaque de drones ukrainiens. Une raffinerie dont la capacité de production est de 20 millions de tonnes par an. La veille, c'était à Orenburg, au nord du Kazakhstan, qu'une raffinerie était touchée. Des cibles parfois à plus de 1000 km des frontières ukrainiennes, ce qui démontre les capacités grandissantes de l'Ukraine à taper en profondeur en Russie, malgré le retrait du soutien américain. Les forces ukrainiennes multiplient les attaques sur un même site régulièrement pour éviter que la Russie ne puisse reconstruire ses capacités. 21 des 38 plus grandes raffineries du pays ont été endommagées, entraînant une baisse de 38% des capacités de raffinage du brut. L'intérêt est double, gripper l'approvisionnement de l'armée russe, qui est prioritaire dans l'approvisionnement de carburant par rapport aux citoyens, mais aussi de gripper l'économie russe et de provoquer du mécontentement dans la population russe. La Russie devient alors un paradoxe. Le pays continue d'envoyer du brut en Inde et en Chine, mais devient de moins en moins capable de fournir sa propre population et soumet sa population au rationnement de carburant et à des prix de plus en plus élevés. Avec une essence
6,7% plus élevé qu'en 2024, d'après l'Institut statistique d'État Rosstat. Mais en réalité, la hausse serait de 40% depuis le début de l'année. 20 des 81 régions russes sont dans une situation de pénurie de carburant, d'après l'Union des producteurs d'essence. Une pénurie qui se fait ressentir jusque dans l'extrême orient, en Crimée et dans le Donbass occupé. La Russie a même interdit l'exportation de diesel et d'essence jusqu'à la fin de l'année. Même les raffineries biélorusses sont mises à contribution. Encore une fois, les grands centres urbains sont épargnés. Saint-Pétersbourg et Moscou sont encore pour l'instant épargnés par les longues queues devant les stations-service. En réponse aux attaques ukrainiennes, la Russie se rend encore une fois coupable de crimes de guerre en ciblant les infrastructures énergétiques loin derrière le front. La Russie tente, comme chaque année, de décourager les lignes arrières dans leur soutien aux soldats au front, en les privant d'eau, de gaz et d'électricité, alors que l'hiver approche. Certaines frappes ont provoqué des pannes de courant dans plusieurs régions ukrainiennes le week-end des 4 et 5 octobre. Côté diplomatique, l'Ukraine tente de convaincre les États-Unis d'imposer des sanctions massives à la Russie. Une délégation ukrainienne s'est rendue aux États-Unis jeudi 9 octobre pour tenter de persuader l'administration Trump du bien fondé de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie, alors que la Maison-Blanche a toujours retenu ses coups à l'encontre de la Russie jusque-là. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 41e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.